Et voilà, fini l'école, place aux vacances, au rando jusqu'au sommet, aux descentes sur le bike park, aux apéros sur les terrasses du village, le rêve quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chave FM, le podcast de la Clusa, saison 2, épisode 9, c'est fou comme le temps passe vite. On est sur une belle lancée avec plein d'idées, plein de projets et toujours aussi content de vous retrouver chaque mois ici. Alors avant de débuter ce podcast avec notre invité, je fais juste un petit rappel de ce qui vous attend côté agenda pour le mois de juillet. On aura donc le Yoga Festival qui a attaqué ce 6 juillet et qui continue jusqu'au 9. Les pots d'accueil évidemment tous les lundis qu'on retrouve avec notre équipe événementielle. Le bal des pompiers le 13 juillet, le Tour de France qui sera de passage par ici le 16, le chant des platines évidemment le 19 juillet avec un spot secret qu'on vous dévoilera quelques jours avant. Et une soirée champêtre aussi, le 26, histoire de faire la fête en mode guinguette. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur laclusa.com dans notre rubrique l'agenda. Vous aurez tout ça et bien plus encore. Bon, maintenant passons au sujet du jour. Après tout, c'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Montez le son, on file en studio retrouver un de nos athlètes et ambassadeurs VTT cette saison. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Round 2. Bonjour à tous, bienvenue sur Chave FM, le podcast de la Clusa. Aujourd'hui, un nouvel épisode, un nouvel invité. On s'installe dans notre joli traîneau au hameau des Alpes avec Kylian Bron, ambassadeur VTT, grand VTTiste, skieur aussi qui est là un peu toute l'année, qui vient nous voir. Et on a réussi à t'attraper après une petite session. Comment ça va ? Ça va, ouais. Ouais. C'est vrai que je gravis toujours à droite à gauche, mais là on a la Clusa et on en profite. Entre deux voyages, entre deux vidéos, deux périples, deux événements, deux courses aussi. Ouais, exactement. Alors comme d'habitude, plutôt que de te présenter, on va faire un « il paraît ». Je te laisse développer en fonction de ce qui t'inspire. Alors tout simplement, il paraît que tu dors avec ton vélo, que c'est un peu ton doudou. Ouais, c'est quasiment ça. J'ai le garage juste en dessous de ma chambre. J'avais pour idée de faire une espèce de vitre sur le plancher pour voir le garage. Pour le regarder. Donc je pense que c'est presque ça. Ah c'est pas mal. Il paraît que tu portes plus ton vélo que lui ne te porte. Ça se vérifie aussi. Ouais. Notamment là, il y a quelques jours en montagne. Où je vois ma pratique du VTT comme du VTT alpin, où je sors des sentiers battus et je me mets des objectifs de sommet. Et la plupart du temps, c'est des sommets qui se rejoignent en poussant le vélo et en portant quand ça devient un peu plus raide. Ouais, faut porter, voilà, c'est ça. Sur les épaules direct. Il paraît que tu te mets au gravel pour suivre ta copine. Exactement. Ça fait partie de mon quotidien aussi. Et c'est une pratique qui, moi, me permet de revoir les bases du vélo. C'est un vélo qui me permet d'aller partout, d'être à la fois efficace sur le plat, sur des sentiers un peu techniques, où finalement je retrouve vraiment les racines du pilotage vélo et je vais partout. Et je trouve que c'est une belle définition du vélo au sens large. Il paraît que tu as plein d'idées à la seconde et que tu as un doc en ligne pour écrire toutes tes idées, un genre de carnet sur lequel tu mets tout ce qui te passe par la tête. Exact. Ouais. Je l'ai sur mon téléphone. Ok. Je suis quelqu'un qui cogite beaucoup. Je suis toujours en train de réfléchir à plein de choses différentes, des concepts de mes vidéos, des prochains voyages, de tout plein de choses. Et en fait, toutes ces idées-là, je les liste dans mon téléphone. Pour rien oublier. Voilà. Et c'est ces idées qui vont me permettre à terme de monter des projets qui nous suivent depuis des années maintenant. Quand je parle de projets, c'est toutes ces belles vidéos, ces formats signature de 4-5 minutes, qui sont avant tout des vidéos de vélo, mais qui mettent en avant les paysages, la culture des pays, les traditions, et puis tout ce qu'on vit avec mes gars. On aura l'occasion de développer un peu plus tard tout ça. Il paraît que tu appelles l'office de tourisme de la Clusa les vendredis pour avoir un appartement pour pouvoir rider quand les conditions elles sont bonnes. Ouais, c'est ça. En ce moment, ça passe pas, mais quand ça passe, je suis content. T'as bien raison, faut essayer. Et t'es pas le seul. Non, c'est vrai que vu que tout s'enchaîne, j'ai tendance à faire les choses tout le temps en dernière minute. Et je me dis, mais Kylian, tu l'avais en tête depuis un moment ça, et là tu te retrouves à appeler vendredi soir si c'est pas plus tard. Non, mais tu fais bien d'essayer. Des fois ça passe et puis ça marche.
Mais des fois, il y en a un autre qui s'appelle Fred qui a déjà l'appart, ou ça dépend, c'est comme ça. Je vois. Bon, bah, merci pour cette petite introduction. On va attaquer de toute façon ce petit voyage avec toi. Tu vas nous raconter un peu ton histoire, un peu tout ce qui te passionne et tout ce que tu fais. Quand on regarde finalement tes vidéos, on va dire 3/4 du temps sur un autre continent, dans d'autres pays, à droite à gauche, mais tu reviens toujours par ici. C'est quoi ta vision des choses par rapport à tout ça? C'est finalement le retour aux sources, mon camp de base. Ouais, je pense qu'on a tous des endroits où on se sent un peu à la maison. Souvent on me pose la question, t'habites où, Kylian? Je suis tellement en train de bouger, de faire des projets à droite à gauche tout le temps, que c'est une question qui devient difficile. Mais j'ai envie de dire, l'endroit où je me sens le mieux, c'est l'endroit où j'ai des souvenirs, c'est l'endroit où j'ai des amis qui sont installés, et c'est les endroits où j'apprécie refaire, tu vois, là pour parler de vélo, des pistes que j'ai fait une centaine de fois. Et à chaque fois je les apprécie d'une manière différente. Parce que je me souviens d'épisodes ou de faits qui se sont passés à tel endroit. Et je pense que tout ça, notamment la Clusaz, ça en fait mon camp de base. Et c'est un endroit où je me sens bien. Ok, c'est une très belle réponse. Ça va? On peut que valider. Et justement, pour rester dans les dernières aventures que tu as pu faire, c'était comment l'American Dream? Parce que tu as fait un bon tour aussi aux States, là, il n'y a pas longtemps. Ouais, alors même plus large que les États-Unis. J'ai vécu une grande partie de l'année dernière sur ce continent. Du Canada à États-Unis, oui, mais aussi plus bas. On parle du Guatemala, on parle du Pérou, de la Bolivie. Des pays et des cultures avec des contrastes d'un extrême à l'autre. J'ai commencé par la partie Amérique centrale et sud. Et moi, ce qui me plaît dans ces pays, c'est vraiment le côté authentique. C'est clairement les gens. Et j'en reviens toujours à cette même conclusion, c'est les gens qui enrichissent tous nos projets, tous nos voyages. Donc à la fois les gens qu'on rencontre, mais aussi toute mon équipe média qui nous accompagne. Et ce qu'on trouve aux États-Unis et au Canada, c'est complètement différent. Alors certes, on a des grands espaces, des paysages qui sont fabuleux, mais je trouve qu'on a quand même une pratique qui est plus bridée par potentiellement des parcs ou des autorisations et des choses où moi, ma notion de liberté que je défends au quotidien, elle est quand même bien différente là-bas. C'est un peu la conclusion que j'ai. J'ai quand même un bel épisode de rencontre là-bas qui s'est fait à New York, avec la scène Bike Life. Ça s'est organisé comment ça? Parce qu'on a vu pas mal d'images justement sur les réseaux, mais c'est des wheelings c'est Manhattan, ça, c'est vraiment une scène nouvelle du vélo et quelque chose qui est né là-bas, notamment dans les quartiers de New York. Et c'est des jeunes de différents quartiers qui se réunissent, tu vois, sur leur vélo, et ils ont une pratique urbaine et puis un peu fun, décalée du vélo. Et là, on s'est organisé un event de 300-400 gars au cœur de Manhattan à prendre le contrôle sur un peu tout ce qui se passait. C'est génial, c'est trop bien. Comment justement ça se passe avec ces différentes personnes que tu rencontres sur tes voyages? Bon là, j'imagine que du Canada au Guatemala, le rapport est complètement différent. Mais habituellement, les retours que tu peux avoir, parce que tu parlais du fait que ce soit bridé pour certains. Mais là, je pense qu'on en revient toujours au vélo. Avec les années, je me suis rendu compte que mon vélo, c'était un vrai outil pour attirer la curiosité et créer un premier lien. Souvent, ces premiers liens, ils se font avec les enfants. Parce que les enfants n'ont pas de filtre, pas de barrière, et c'est souvent eux qui viennent vers nous. Et derrière, les parents sont intrigués, et ça crée des connexions. Ça décoince pas mal de temps. Et souvent, comme tu prends une bière au bar, et c'est un peu le lien, là, mon vélo, en nature ou un peu partout, c'est le truc qui nous rapproche. D'autant plus avec cette vision du VTT alpin, où on n'est pas forcément habitué à avoir des vélos dans ces endroits-là, et ça attire l'attention. Et de là, souvent, et c'est clairement ce qui se passe la plupart du temps, c'est comme ça qu'on rentre en contact. Et à l'autre bout du monde, il y a des gens qui te connaissent, qui te reconnaissent, qui disent « Ah, c'est le mec qu'on a vu sur YouTube » ou c'est des endroits des fois tellement paumés que t'es monsieur tout le monde qui débarque là et tu passes pour un fou? Souvent, je suis monsieur tout le monde, mais oui, ça m'arrive, même à l'autre bout du monde, que les gens me reconnaissent, surtout sur le vélo. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui me connaissent comme je suis là en ce moment même, en tenue de ville. Mais dès qu'on m'associe avec le vélo et qu'on peut me reconnaître à travers mon matériel en fait, c'est le vélo la star, c'est pas toi. Exactement.
C'est pour ça que... Mais faire une interview d'un vélo, c'est pas très causant. Sur les voyages que tu as pu faire, on va continuer là-dessus. On se posait la question, c'est où que tu as eu la meilleure bouffe? Si tu devais choisir. Tu peux dire plusieurs. Hein, il y en a plein. Et j'aime ça aussi. Non, j'adore l'Italie. Ouais, j'adore l'Italie pour ça en particulier. Le Mexique aussi, dans un style complètement différent. Et mais souvent, à la fois j'adore ça, mais c'est vraiment des choses à prendre en compte où il faut faire attention aussi. Parce que suivant les endroits dans lesquels où je vais, je pense au Népal, au Pérou, dans tous ces endroits un peu paumés, faut quand même faire attention et pas se jeter sur le moindre truc. Oui, un peu prudent. Non, globalement, l'Italie en numéro 1. Ok. Là où les gens sont les plus gentils. Alors, je peux faire une réponse un peu plus poussée que ça. T'as le droit de développer. Souvent, les gens les plus gentils sont ceux qui sont les plus authentiques. Et la plupart du temps, ce sont ceux que tu trouves dans des endroits où il y a de la pauvreté, où c'est des pays qui ne sont pas les plus développés. Les plus simples, ouais. Et c'est souvent là où les gens sont les plus accueillants et où ces gens se soutiennent déjà entre eux mutuellement au quotidien. Et je trouve que c'est quelque chose qui est flagrant. Et même avec les étrangers en soi, et les touristes, où tu pourrais te dire qu'est-ce qu'il fait là, lui, là, avec son vélo et ses caméramans derrière. Et le Pérou, ça fait partie de ces pays-là. Ok. Et d'ailleurs, c'est un pays que j'adore, je vais en parler plusieurs fois, mais j'y suis allé un paquet de fois. Et ces gens, notamment dans les endroits un petit peu plus reculés, où le tourisme est moins présent, c'est là où tu trouves les personnes les plus gentilles. Et à l'inverse, là où tu as eu le plus de difficultés pour communiquer avec les gens? Non, mais je reviens à ce côté États-Unis. Ouais. Où voilà, je déteste les préjugés et tout, parce que j'ai fait des très belles rencontres et des gens avec qui j'ai créé des liens et avec qui on est encore en contact. Mais globalement, il y a un peu plus, à mon avis, de fermeture d'esprit. Qui est lié à plein de sujets différents. Il y a l'aspect sécuritaire, il y a... ça, plein de choses. Et puis leur culture aussi, qui est différente. Et j'ai marqué moins de liens là-bas que dans tous ces autres pays. Voilà. Ok. Mais j'ai quand même, apprécié mon trip. Vu les images que tu as rapportées, c'était quand même pas génial, n'importe quoi. Non, c'était fou. Qu'est-ce qu'on avait préparé d'autre? Parce que tu partages finalement tout ça sur tes réseaux sociaux, avec tous tes projets, ça représente un travail monstre. Au final, c'est pas toi qui gères ça tout seul. Enfin, non. En tout cas, si, pour les réseaux sociaux. Oui, pour les réseaux sociaux, T'échanges beaucoup avec les gens, enfin, via les réseaux. Comment ça se passe, justement? T'as pas mal de retours régulièrement? J'essaye de le faire. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est quand même bien active sur les réseaux. Et c'est chouette parce que c'est pour moi la méthode numéro 1 pour partager un petit peu ce que je fais au quotidien. Je pense à Instagram, YouTube pour les vidéos un peu plus poussées. Et j'essaye, du moins quand j'ai le temps. Et là c'est compliqué en saison quand il fait beau tous les jours parce que j'ai envie de passer mon temps dehors et j'ai du mal à faire tout. Mais au final, la création de contenu et tout ce qui déroule derrière, ça me passionne. Et je prends plaisir à ça. Mais dernièrement, je prends beaucoup plus plaisir à transformer, j'ai envie de dire, le fake. C'est pas le fake, mais c'est se cacher derrière les réseaux. J'ai envie d'aller à la rencontre de ces gens-là, à travers les nouvelles conférences qu'on met en place, tous les événements qu'on met en place pour diffuser nos contenus en avant-première, des contenus qui sont beaucoup plus longs, qui se rapprochent de documentaires. Oui, avec des making-of, vraiment une histoire derrière la vidéo de 5 minutes qui raconte tout le projet. Plus de fond, plus d'histoire et ajouter un vrai sens à ce qu'on fait jusqu'à la finalité qui est, à mon avis, de partager avec toutes ces personnes qu'on peut faire rêver avec nos images, mais où il y a une vraie connexion à la fin et on se voit tous et on partage ça devant nos productions et puis tu vois, un échange de questions-réponses. J'essaye d'aller vers là. Ça me plaît et puis on verra où ça nous mène. Et si on devait traduire tout ça pour donner des conseils à monsieur, madame, tout le monde pour leur réseau, ou en tout cas des créateurs de contenu peut-être plus modestes que toi, ce serait quoi tes conseils justement pour faire monter la sauce, pour interagir Eh ben, ça va peut-être à l'inverse
des trends du moment et de faire monter ces communautés et tout. Je suis pas quelqu'un qui a envie de suivre les trends du moment. Je déteste copier, j'adore m'inspirer. J'adore être curieux, j'adore, tu vois, échanger avec quelqu'un qui est passionné d'un sujet sur le papier auquel je suis pas du tout sensible, mais le fait d'échanger avec un passionné, ça m'intéresse. Et ce qui me dérange avec les réseaux aujourd'hui, c'est qu'on te bride dans une bulle de sujets qui t'intéressent et du coup on te bride qu'à ça. Et des fois ça te ferme l'esprit sur plein d'autres choses que tu pourrais voir et que tu vois finalement jamais. Et pour aller plus loin, quand je crée du contenu, je vois beaucoup de contenus qui sont vraiment similaires les uns des autres pour copier une trend, une tendance, quoi. Et ça me dérange aussi. Donc au final, je vais donner des conseils qui sont peut-être à l'inverse aujourd'hui des algorithmes du moment. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'essaye de suivre. Et je le fais toujours avec envie. Je déteste me retrouver sur mon téléphone et faire waouh, là, faut que je fasse ça, parce que j'ai pas posté depuis tant de temps, ou parce que j'ai pas partagé ce que j'ai fait. Oui, ou on entend tout le temps les mêmes musiques sur les stories, sur les réels, sur les TikTok. Enfin, exactement. On entend une playlist qui tourne en boucle, les mêmes filtres. Ça me dérange. Voilà. C'était le coup de gueule de Kylian. Attention, ça rigole pas. Bon bah voilà, si vous voulez des conseils, faites pas comme tout le monde, tout simplement. Faites pas les moutons là. C'est exactement ça. Merci pour ce coup de gueule et ce petit tutoriel. On va maintenant enchaîner dans ce podcast Chave FM, toujours à la Clusa, avec la question de notre invité précédent. On l'écoute tout de suite. Donc si j'ai une question, ce serait quel est ton endroit préféré sur lequel, donc ton endroit préféré à la Clusa bien sûr, sur lequel tu aimes te retrouver, te ressourcer, sur lequel tu sens une énergie un petit peu particulière. C'est une bonne question. Il y a un endroit en particulier et je me souviens d'une discussion qu'on avait. J'avais imaginé fabriquer une cabane pour la monter au-dessus de l'arrivée de la Via Ferrata. En surplomb du col des Araviers. Il y a un petit promontoire au-dessus de l'arrivée de la Via Ferrata. Et j'imaginais faire un petit accès single, chemin piéton jusqu'à cette cabane. Et faire une petite cabane là-haut. Tu sais, proche de la dalle, là, il y a une immense dalle. D'ailleurs, j'étais allé rouler. J'ai essayé d'aller... Ça passait en diagonale. Elle est ultra impressionnante quand tu la vois du Cré du Merle au Cré du Loup. Même de l'Aiguille, tu l'as. Sur Borderan, là au-dessus. C'est ça, au-dessus de la combe de Borderan. Et entre cette dalle et l'arrivée de la Via Ferrata, là, il y a un petit promontoire, un endroit où personne va. Moi, j'adore aller là-bas. La vue est pas mal. J'aime bien y aller aussi des fois, mais je t'ai jamais croisé. Non, mais c'est pas un endroit où je vais tous les jours. On doit être deux à y aller. C'est un endroit qui est vraiment pas pratiqué. Mais il y a aussi tout un... Toi, au-delà de l'endroit, le fait d'y accéder soit par la combe de Borderan ou par la Via Ferrata, proximité avec la dalle qui est pour moi visuellement un truc qui est engagé, qui me parle. Et puis avec tout le massif de l'étal derrière, je sais pas, il y a tout un ensemble qui me plaît. Une belle ambiance là-haut, ça c'est sûr. Passion Reblochon, la Clusa, c'est de la balle. On va continuer et parler un petit peu plus de toi. Et on l'évoquait juste avant de parler de tes réseaux sociaux. Quand tu pars sur des projets, forcément il y a des caméramans, il y a une équipe derrière. C'est beaucoup des potes aussi. Comment tu t'organises quand tu dois déjà choisir tes destinations ? Alors pour reprendre dans l'ordre, il faut savoir que la plupart du temps, 95% de mon temps, je suis tout seul. Ou avec des potes en sortie et on parle pas de projet ou quoi que ce soit. Je fais mes sorties, j'ai mon petit drone dans le sac, ma GoPro et puis mon téléphone. Et voilà, avec ça, on fait déjà des très belles images. Par contre, pour les grosses productions, celles où on part des semaines ou voire des mois, suivant les destinations, je suis entouré d'une équipe média. Cette équipe média, elle se compose de... Généralement, je vous la fais court, un caméraman principal qui est aussi le gars qui édite les vidéos, un photographe qui vient mettre en scène à la fois des scènes d'action et puis le côté behind the scene. Récemment, on a un caméraman associé qui va capter tous les moments de vie qu'on vit entre nous pour la partie documentaire. Prendre de la distance par rapport au tournage. C'est ça. Et aussi, de temps en temps, suivant les endroits, pareil, et peut-être pas sur la durée totale du trip, on a un spécialiste de drone FPV.
Voilà, ça c'est la partie action, sur le terrain. Après, derrière, on a des personnes qui nous entourent comme des musiciens, qui nous produisent les musiques. La plupart du temps, on fait les musiques de A à Z. On part vraiment de feuille blanche et jusqu'au résultat final. Trop bien. Et ensuite, Pierre Henny, c'est souvent lui qui est le caméraman principal. Voilà, monte les vidéos, s'occupe du sound design, de la colorimétrie, de la réalisation totale. Ouais, la réalisation. Après, ça, c'est quelque chose qu'on fait entre nous. Oui, logique. Dès qu'on a fini le projet, on vient séquencer la vidéo avec toutes les séquences qu'on a filmées. On vient mettre un ordre à toutes ces séquences. Ensuite, une durée à ces mêmes séquences. Et derrière, c'est ce qui va nous aider pour driver le musicien. Ok. Et ensuite, il y a toute la partie diffusion. Ouais. Donc là, c'est encore un autre sujet. C'est un autre boulot aussi. C'est encore un autre boulot. Donc moi, j'ai mes newsletters pour mes partenaires, pour la presse spécialisée. Il y a une agence de presse qui gère la presse généraliste. Et puis après, c'est tout un micmac. Mais au final, si tu penses à tout ça, ça fait un petit peu de monde. C'est clair. Et c'est un autre boulot. C'est une belle. On comparait ça en réfléchissant à cette interview, on se disait il y a une écurie de Formule 1 finalement. Il y a le pilote et puis autour il y a tout le staff technique et c'est pas rien. Quoi, et sans eux, je ferais rien. Ouais. Et à l'inverse, j'ai pas envie de dire que sans moi, ils feraient rien parce que c'est pas vrai. Mais disons qu'on n'arriverait pas à avoir toute cette synergie et tout ce qui se passe jusqu'au projet, quoi. Ouais. Non, c'est chouette. Et justement, les projets que tu peux avoir de diffusion en salle, comme t'en as fait cet hiver avec des conférences, c'est un peu un format nouveau puisque tu l'as testé là cet hiver, c'était les premières diffusions. Ouais. T'as eu des très bons retours là-dessus. Ouais, super bons retours. C'était rempli à chaque fois. Enfin, t'en as fait combien ? Je sais plus, une petite dizaine. Okay. Une petite dizaine. Mais la plus importante pour nous est celle qu'on avait organisée à Annecy. On a ramené presque 500 personnes sur une belle salle au cinéma avec un after après. Et nous, ça a affirmé notre transition. Ouais. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on est parti sur notre gros projet de l'année, on s'est mis en tête de faire ce documentaire et on s'est dit que là, à partir de maintenant, on arrivait en fin de cycle par rapport à toutes ces vidéos signatures de 4 ou 5 minutes où il fallait ajouter du sens, de l'histoire, du fond et se dire qu'on servait à quelque chose, quoi. Ouais. Au-delà du fait de faire rêver les quelques personnes qui nous suivent, c'est de se dire à quoi on sert sur place. Donc, par des prises de conscience qu'on a sur tous ces pays. Et derrière, en fonction du sujet choisi, en lien avec l'éducation, le développement, je sais pas, du vélo pour en revenir au vélo, ou le côté environnemental sur certains endroits, parce que ça en fait partie, et on va essayer de s'impliquer. Ouais. Et à notre échelle, on va essayer de se dire, on est là-bas, et qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Ouais. Et ça s'explique principalement, enfin, on arrive à l'expliquer principalement à travers nos documentaires. Et ces ciné-conférences qu'on organise. Oui, et puis ça permet de casser la distance qu'il peut y avoir, même si les réseaux sociaux, ça peut rapprocher. Oui. Là, au final, tu rencontres le public en direct. Il y a ça. Et on pousse les sujets. Et ça permet de creuser, d'échanger en direct, d'avoir un vrai échange, quoi. C'est ça, ouais, parce que tu restes souvent en surface sur les réseaux. Et puis tu as des réactions qui sont souvent « Waouh, c'est beau, trop bien ». Mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin, sauf si tu l'expliques à travers des stories, avec des messages et tout, mais je pense que c'est pas à travers ces réseaux-là qu'on peut réussir à ramener les sujets qu'on va amener. Voilà, mais en tout cas, là aujourd'hui encore, je pense que c'est un peu off aux yeux de tous, parce qu'on est resté dans une cible vraiment fermée à travers ces événements. Rien n'est sorti en tout cas pour le moment sur YouTube ou tout public, et c'est quelque chose qui va se faire dès cet automne. Ok. Donc voilà, on prépare du contenu et dès cet automne, là, ce sera officiel et on marque un nouveau chapitre. Et j'imagine que tu as déjà en tête le prochain, ou ça se trouve c'est en cours de montage ou de réalisation. Ouais. Sans nous le dire, forcément. Ouais, si, au final, j'ai rien à cacher parce que finalement, la vraie surprise, elle est quand. Oui, c'est le résultat final. C'est le résultat final. Là, je prépare un épisode 2 Dolomite. Ok. Associé à un documentaire. D'accord. Peut-être plus axé sur ma vision du vélo. Et peut-être aussi un côté historique et peut-être aussi quelques coups de gueule à avoir. Il y a un peu de la bouffe vu que t'es en Italie, forcément. Ouais, peut-être pas le mettre en image parce que je sais pas si c'est ce qui intéresse le plus ma communauté, mais ouais. Et puis ensuite au Népal.
Ok. Ouais, et ça, c'est un projet qui nous motive beaucoup. Complètement différent, un Ouais. autre univers. Mm-mm. Ok. On t'a vu aussi, du coup, récemment à la Clusa. Ouais. T'as pédalé sur le Bélier VTT, un Ouais. peu de cross-country. Ouais. T'étais tout blanc à l'arrivée. Enfin, Ah, si. tout crépi de Oui, terre. tout pas bien, ouais. Mais t'étais un peu palo, ouais, on va dire. Ouais, complètement. C'est un autre type d'effort. Ça te permet de te changer de registre, de te mettre dans le rouge, là. Ouais, alors, je suis un passionné de VTT et de vélo. Tu mets sur un vélo Sens de large. route au sens large. On me résume un peu aujourd'hui à la partie engagée, visuelle, technique. C'est ce qui me plaît le plus, c'est vrai. Mais derrière, je prends plaisir à faire du cross-country, par exemple. Ouais. Et là, en l'occurrence, bon, j'en fais la Clusa, je connais l'endroit et tout, je me régale. Mais je le faisais aussi dans une optique d'entraînement. Je suis parti dans cette course sans gestion, volontairement. C'est une course assez courte. C'était 1h35 d'effort. 30 km. 30 km. Ouais. Ouais. Mais ça se rapproche beaucoup de mes efforts de descente marathon, qui est ma spécialité en course. Donc 30 à 45 minutes de course. Donc principalement de descente pour ce format-là. Faut relancer quand même. Ouais, faut relancer. Et il faut apprendre et réussir à rouler vite tout en étant lucide ou vraiment à la limite. Et c'est ce que j'ai fait sur cette course en fait. Je suis parti sans gestion, mettant dans le rouge volontairement et sans jouer de stratégie, chose que je peux faire sur mes objectifs par contre. Mais comme ça m'apprenait à rouler vite, en descente surtout, en ayant le cardio beaucoup trop haut et en n'étant pas lucide. Ouais. Et je l'ai fait dans cette optique-là pour parler un peu entraînement. Ok. Puisque... Et entraînement pour quelle course spécifiquement du coup ? La Mountain of Hell ce week-end. D'accord. Et la Méga Avalanche, qui est pour nous un peu la course phare en descente marathon. C'est un peu nos championnats du monde à nous. Alors, méga enduro. Ouais, c'est ça. Ouais. Une descente de 45 minutes. Et voilà, 95% de descente, départ sur la neige. En mass start. Voilà, on est 1500 au départ et pour la finale on est 400, les 400 premiers. Et ça fait des années que je cours après. Si on reprend les 3 dernières éditions, j'ai fait deuxième. C'est pas passé loin, ouais. Deuxième, donc 2 fois deuxième. Et l'année dernière, je mène la course jusqu'à... T'as cassé un truc, non ? C'est pas ça ? Ouais, je casse ma roue. Ouais. Je casse ma roue. Ça reste un sport mécanique. Et pour le coup, c'était quand même frustrant. J'imagine. Ouais. Bah, cette fois, ce sera peut-être là-bas. Ouais, on te le souhaite en tout cas. Ou pas, mais... Si, quand même. Non, mais après, je me dis, tu vois, pour aller plus loin là-dessus... Ouais. C'est peut-être que ça me rassure aussi. Mais je me dis, si admettons je gagne, bah je me dis que c'est la fin. Oui. Tu sais, parce que c'est un peu mon objectif. Tu veux dire. C'est un peu mon objectif ultime depuis des années. Et je sais pas, je me mets dans un mood là depuis cet hiver où tu sais, j'ai une espèce de routine d'entraînement au-delà de tout ce qui nous inspire à travers les projets. Et des fois, je me dis, mais en fait, si tu gagnes, c'est la fin. Tu sais, c'est presque triste dans ma tête. Tu trouveras un autre truc derrière. Ouais, mais après, voilà, gagner cette course, c'est quelque chose qui est quand même fou. Et peut-être que j'y arriverai jamais ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais faire en sorte que ça arrive un jour. On verra. On suivra de près, en tout cas pour cette année. Je vois que l'heure tourne et justement c'est bon signe. Ça veut dire qu'on bavarde bien. On va terminer cette interview comme d'habitude avec un petit tu préfères. Alors comme au début avec notre il paraît, je suis inquiet. Tu peux développer, okay. Mais il nous faut quand même une réponse rapide qui vienne du cœur. Okay. Et ensuite tu peux t'exprimer. Alors tu préfères tapas ou tartiflette? Tartiflette. Sans hésiter. On n'avait pas préparé en pensant que tu peux parler de l'Italie, mais du coup je t'aurais dit pizza ou tartiflette, t'aurais dit quoi? Ouais, tartiflette quand même. Tartiflette quand même. Je suis un peu chaud. Ok. Tu préfères monter ou descente? Descente. Ah, quoique. Non. J'arrive, désolé, je suis une réponse un peu plus courte, un peu plus longue. T'as le droit. J'adore me dire que je rejoins un sommet, tu vois, par moi-même. Et j'apprécie d'autant plus la descente, et vraiment beaucoup plus la descente quand je sais que je suis monté par moi-même et tu vois, je l'ai mérité. Donc en fait, les deux sont pas dissociables. Non, mais c'est très bien parce que ça répond à la question d'après, puisqu'on avait mis tu préfères les remontées mécaniques ou une belle marge d'approche. Et voilà, on avait la réponse. Tu préfères Michel Lannes ou Michel Drucker? Je suis un peu en saturation de Michel Lannes. Ouais. Je l'ai vu encore tout le week-end. Ah oui. Il est fatigant.
C'est pour ça qu'on va essayer de l'inviter pour un prochain podcast, histoire de voir si... Et je le revois demain, ouais, j'avais oublié ça. Ouais. J'en dirai pas plus. Trop dur. Tu préfères pédaler avec ou sans batterie ? Sans batterie. Sans batterie. Mais t'en fais quand même un petit peu aussi. J'en fais quand même, par contre j'ai une vision complètement différente de l'e-bike par rapport au VTT, Ouais. comme je le vois. Quand je fais de l'e-bike, je le pratique différemment. Je vais remonter mes pistes que je fais habituellement en descente, où j'essaie d'ajouter une notion de pilotage. D'accord, à ouais. ça. Je le fais vraiment dans une optique de pilotage. Et voilà. Et pareil, en fait, ça rejoint ce que je disais avant. J'ai du mal à profiter pleinement d'un sommet si je sais que j'y suis arrivé avec un e-bike. Avec une autre assistance que finalement l'effort pur et dur. Mais j'en fais et je kiffe. Bah, oui. Ça permet aussi de se reposer des fois. Oui, mais il y a ça aussi. Il y a un rythme à tenir. Puis au bout d'un moment, t'arrives plus, quoi. Et d'autant plus, je le disais juste avant aussi, quand il fait beau tous les jours, là, j'ai du mal à me canaliser, quoi. Du coup, là, c'est bien. Faut varier les plaisirs. Je me pose un peu. Tu te seras reposé pendant une demi-heure, en tout cas, en discutant là tout de suite. Parfait. Et on termine avec les réseaux sociaux. Tu préfères Insta ou TikTok ? Insta. Pourquoi ? Puisque je me sens plus concerné avec Insta. Ouais. TikTok, j'ai l'impression que c'est un peu consommable. Un fourre-tout. Puis tu sais pas trop de qui, quoi, comment ça vient et pourquoi tu regardes ça. Et non, enfin tu vois, même TikTok, j'ai un compte, mais c'est pas quelque chose qui me... Ouais, je suis plus Insta. Très bien. Et si on devait terminer cette interview, bah, tu nous disais juste avant, enfin on voulait te demander, t'arrêtes quand ? C'est quoi ton but ultime ? Et finalement ce sera cette année, cette méga avalanche. Non, mais il y a aussi d'autres objectifs. Non, mais en reprenant toutes les choses qu'on a évoquées jusqu'à maintenant, à travers nos voyages, à travers la création de contenu, les courses et tout, j'arrêterai quand je serai plus passionné. Et ça, c'est pas demain, ça. Je pense pas que ce soit demain. Voilà. Ouais, non, de toute façon, ça risque de bien t'occuper encore un moment. Il y a des chances. On parlait de Michel tout à l'heure, on disait que tu devais le revoir très bientôt. Vous préparez un petit truc d'ailleurs là-dessus ? Ouais. Une petite aventure locale. Ouais, un 24 heures revisité par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière. On était parti au Trou de la Mouche. Ouais. Et en fait, au Trou de la Mouche, on a annoncé aux personnes qui nous suivaient, donc chacun de nos communautés, que c'était eux qui allaient guider nos prochaines 24 heures. Et pour vous situer un petit peu le concept, on s'est réveillé le matin et on avait sollicité les personnes qui nous suivent en disant on part à gauche ou à droite. Ouais. C'est parti de là. Savoir quel combe vous prenez. Ouais, voilà, quel combe on prend. Et puis de là, ça s'est enchaîné avec des idées un peu farfelues, mais des choses quand même qui nous recentrent aussi sur nos pratiques et puis qui peuvent être visuellement sympas. Avec le trail pour Mitch et moi en VTT. Et on refait ça. Ok, en rajoutant des petites choses pour pimenter le reste. Ouais, et puis des surprises, là, faut que ça se mette un peu en place. Faut que vous bossiez là-dessus, c'est ça, ces prochains jours. On en parle demain. Ok. Bon, on invitera Michel pour débriefer une fois que cette aventure elle sera faite, ou peut-être juste avant, je sais pas encore comment se calera le calendrier, mais on va suivre ça de près en tout cas. Yes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et repose-toi encore un petit peu, puis après tu peux repartir pédaler, on te libère. Je suis pas mal. Voilà. On est bien installé en tout cas. Je vais faire un tour dans le musée. Merci Kylian, c'était bien cool. De rien. À la prochaine. Salut. Ciao. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, d'être fidèles au rendez-vous. Alors si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à lui mettre un avis en fonction de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On a aussi une boîte à idées dans la description de ce podcast avec un lien, donc cliquez dessus pour nous faire part de vos suggestions, de vos questions, de vos idées d'invités. On est évidemment toujours preneur de tout ça et on vous fait un grand merci d'avance. Avant de se quitter, juste un petit rappel en vitesse des rendez-vous du mois de juillet, alors avec entre autres le Yoga Festival jusqu'au 9 juillet, donc jusqu'au dimanche 9 juillet. Les pots d'accueil à retrouver tous les lundis soirs. Le bal des pompiers le 13 juillet. Le Tour de France qui passe nous faire un petit coucou le 16 juillet. Le chant des platines le 19, histoire de retourner faire la fête en alpage et de passer du bon temps en famille, entre amis, avec Radio Meux, avec un artiste et dans un spot un peu secret. Et soirée champêtre le 26 juillet en mode guinguette pour se détendre, en profiter. Tout le reste est évidemment à retrouver sur laclusa.com en plus de ce que je viens de vous citer ici. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Merci à vous et à très vite. Salut, Harvey.